bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour m'écouter. Donc Thomas m'a invité à venir faire un séminaire. Donc je pense qu'on fait des choses assez différentes. Mais déjà, j'avais été invité par des physiciens, à ma grande surprise, à faire un séminaire au PMMH à Paris au mois de décembre. Donc bon, en tout cas, je suis ravi de vous montrer ce qu'on fait. On n'est pas très loin, on est juste à une cinquantaine de mètres. Donc, au moins, pour votre culture, vous aurez un peu une meilleure idée de ce qu'on peut réaliser dans notre labo. Donc, moi, j'appartiens au laboratoire de planétologie de géosciences. Donc, c'est un laboratoire, c'est une UMR qui est sur plusieurs sites. Donc, nous, on est le site du Mans, il y a le site principal à Nantes et un site secondaire. Donc, voilà. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de modélisation expérimentale, donc de modélisation physique. Et principalement de modélisation physique des systèmes glaciaires. Parce que moi, j'ai toujours travaillé sur les glaciers. Je travaille plus principalement à ce qui se passe sous la glace, sous les calottes glaciaires, et notamment ce qui se passe quand il y a des écoulements d'eau de fonte qui interagissent avec le glacier et le substrat. Alors, est-ce que ça marche? Ah, attends. Ah oui. Ah, c'est pour ça. Pour dire que j'ai compris. Comment ça va marcher? C'est bon. Donc, juste pour commencer, pour me présenter, donc moi j'ai été recruté ici en 2015 à l'Université du Mans. Avant, j'avais fait donc, ma thèse à l'Université de Bourgogne à Dijon, dans un laboratoire de géologie. Et après, j'ai fait un an de postdoc avant d'être recruté ici. Donc moi, je me suis toujours intéressé donc, au système glaciaire, aux environnements glaciaires. Donc pour une fois de plus, essayer de comprendre ce qui se passe sous les glaciers. Donc le problème, c'est que si on veut comprendre ce qui se passe sous les glaciers, actuellement, il y a 3 km de glace qui recouvrent ce qui se passe sous les glaciers. Donc on est obligé de trouver d'autres techniques pour essayer de comprendre ce qu'il y a dessous. Alors, pendant ma thèse et pendant toujours ce que je fais aussi en parallèle de la modélisation expérimentale, eh bien, en fait, j'utilise des données satellitaires, des modèles 3D de la surface de la Terre, et puis également, je regarde des affleurements. Les affleurements, c'est la partie un petit peu qui est sans végétation, qui nous permet de voir un petit peu les sédiments qui sont déposés pendant des épisodes glaciaires. Et donc, le seul moyen de voir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe sur les glaciers, c'est finalement d'aller dans les endroits où le glacier a disparu. Parce que le glacier, il se retire, et donc il laisse tout un tas de sédiments, tout un tas de reliefs qui nous permettent de bien comprendre ce qui s'est passé à l'époque où le glacier était en place. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, ce qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est le rôle des surpressions de fluide dans le fonctionnement des glaciers. Donc, sous la glace, il y a de l'eau, il y a des sédiments, il y a de l'eau entre les pores des sédiments, et cette eau, elle est parfois en surpression. Elle est plus importante que la pression hydrostatique. Et donc, ça a un véritable impact sur la vitesse des glaciers. Et je vais vous montrer par la suite que la vitesse des glaciers, c'est hyper important de la comprendre, parce que ça a des conséquences dramatiques sur l'évolution d'une calotte et à terme également sur l'augmentation du niveau marin. Et puis quand je suis arrivé au Mans en 2015, au Mans, en fait, c'est un laboratoire qui faisait beaucoup de modélisation physique, de modélisation expérimentale. C'est-à-dire qu'ils font des modèles réduits de systèmes naturels. Ils essaient de comprendre par ces modèles réduits des processus naturels sur lesquels on peut influer en jouant sur différents paramètres. Donc vraiment, c'est une sorte de miniaturisation du système réel dans un laboratoire. Et donc moi, je n'avais jamais fait ça à l'époque. J'étais quelqu'un qui allait beaucoup sur le terrain. Et puis, en arrivant, on s'est dit, ils modélisaient plein de choses, rien à voir avec les glaciers. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de modéliser dans un laboratoire des glaciers. Alors, vous allez voir que pour modéliser des glaciers, on n'utilise pas de la glace. Donc c'est un petit peu la caractéristique de la modélisation expérimentale. On utilise des matériaux analogues pour essayer de reproduire des systèmes naturels. Donc, je présenterai tout ça. Alors, l'idée là, c'est que dans la première partie de la présentation, je vais vous montrer une vidéo. Donc, on a réalisé, c'est une vidéo en fait qui permet de présenter le contexte général de nos recherches et surtout
un petit peu de vulgariser pour que vous puissiez bien rentrer dans le sujet, bien comprendre quelles sont un petit peu les implications, les problématiques qui sont liées à notre recherche. Puis ensuite, je présenterai un petit peu des travaux de recherche de deux doctorants que j'ai encadrés ces dernières années, donc Thomas Lelandais, qui lui a beaucoup travaillé sur la modélisation expérimentale de l'hydrologie sous-glaciaire, donc tous les systèmes de rivières, de cavités qui sont en action sous la glace. Et puis également, on ne voit pas dessous, je vous présenterai les travaux de Jean Vérité, qui est actuellement en thèse, qui termine cette année, qui lui travaille plutôt sur comment la glace va venir molder le relief et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce modeler du relief une fois que la glace a disparu. Donc, commençons par une petite vidéo. C'est toujours plus simple pour comprendre un petit peu de ce sur quoi on travaille. Donc, bon, alors là, vous avez un magnifique glacier. Alors, pour bien comprendre, déjà, bon, la glace, vous le savez tous certainement, ça vient de la compaction de la neige au cours du temps. Au fur et à mesure que la neige se compacte, elle se transforme en glace, qui est un fluide non newtonien, très visqueux. Et puis, quand cette glace est soumise à un gradient de pente, elle va forcément s'écouler. Okay, c'est comme ça qu'un glacier s'écoule. Alors là, vous avez un time-lapse en Norvège. Et ce que vous voyez, c'est des images qui sont prises plusieurs fois par semaine. Et on voit que si on regarde de manière plus précise, les glaciers s'écoulent. Ils s'écoulent dans les vallées, ils suivent le gradient de pente. Les glaciers les plus longs, ils vont faire quelques centaines de mètres, voire 1 kilomètre par an, pas très rapide. Les glaciers les plus rapides qui existent sur Terre, les plus rapides actuellement, ils sont surtout au Groenland, ils vont atteindre parfois 10-15 km par an. C'est quand même pas négligeable, parce qu'il faut bien comprendre que toute cette glace qui est transportée par l'intérieur des glaciers, si le glacier se jette dans l'océan, ça fait que des gros glaçons qui finissent dans l'eau de mer et qui vont fondre et contribuer à l'augmentation de l'eau. Alors, regardons l'Antarctique, qui est un bel exemple pour ce qu'on va ensuite modéliser. Donc là, vous avez une carte qui présente la vitesse d'écoulement à la surface de l'Antarctique. Donc en bleu et violet, c'est là où vous avez les vitesses les plus élevées qui vont être de l'ordre de plusieurs kilomètres par an. Et on voit que au sein d'une calotte glaciaire, on a des zones, des couloirs où la glace s'écoule beaucoup plus rapidement. Ça, c'est ce qu'on appelle des ice streams, donc des fleuves de glace, où c'est vraiment là où la plupart de la glace transite à des vitesses très élevées. Et ça, c'est hyper important, puisque vu que c'est ces endroits-là où la glace transite, c'est eux qui vont avoir le plus d'impact, notamment sur l'augmentation du niveau marin. Et on sait, alors je suis désolé, ça lague un peu avec la vidéo, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fortes vitesses de glace, ces fortes vitesses d'écoulement, elles sont contrôlées par plusieurs choses. Elles sont contrôlées par la topographie qu'il y a sous la glace. Elle est contrôlée par le fait que on a potentiellement un front marin où on va avoir un vélage d'icebergs, des icebergs qui vont se détacher. On va avoir également la géologie, la rugosité du substrat sur lequel s'écoule la glace qui va influencer sur les vitesses. On va également avoir le gradient géothermique. Il y a des endroits où il y a des volcans sous l'Antarctique. Ça génère de l'eau de fonte et ça va venir influencer les écoulements de glace. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'hydrologie sous-glaciaire. C'est-à-dire qu'on a un véritable système hydrologique qui se met en place sous la glace et qui influence ces vitesses de glacier. Alors, il faut savoir que quand on est en période de réchauffement climatique, la glace, elle fond intensément en surface. Donc là, vous avez des images du Groenland, vous avez des véritables torrents qui se mettent en place à la surface des glaciers. Donc, ça fond vraiment dans tous les sens, et d'autant plus qu'il fait chaud. On a également plein de lacs. Là, c'est une image satellite. Toutes les taches bleues, c'est des lacs qu'on a à la surface des glaciers. Ça, c'est également une vision du Groenland. Donc, la glace, en fait, elle fond partout actuellement. Et cette eau qui fond, en fait, en surface, elle va pouvoir pénétrer l'intérieur du glacier par un système de fracture, par des grandes crevasses. Donc, l'eau qui se trouve à la surface va se retrouver à la base. Et c'est là qu'elle va avoir un impact considérable sur l'écoulement de la glace. Donc là, c'est également une petite modélisation, une petite simulation où on regarde, par exemple, ici, vous avez un lac sur la glace. Je disais, c'est très pixelisé là. Mais vous avez un lac en surface de la glace. L'eau, elle va se filanger par l'intermédiaire de fractures jusqu'à la base. Et ensuite, vous avez un écoulement d'eau hyper important à la base du glacier. Et ça, eh bien, qu'est-ce que ça a comme importance ? Ça va complètement lubrifier la base du glacier.
ce qui fait qu'on va diminuer très fortement la friction entre la glace et la roche, et donc le glacier va d'un coup glisser très très fortement, et du coup voir ses vitesses d'écoulement augmenter. C'est un petit peu le même système que quand on fait du ski, hein, on crée une pellicule d'eau entre le ski et la neige, et c'est ça qui nous fait aller plus vite. Et bien là, c'est exactement pareil, les glaciers en période de réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'eau à la base, ça lubrifie la base du glacier, le glacier avance très vite, et du coup, il y a toute une partie de la glace qui est déchargée en direction de l'océan. D'autant plus vite qu'en période normale, où il y a moins d'eau, où la glace s'écoule moins vite, et donc le transfert est moins efficace. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, plus il y a de la glace qui va s'écouler en direction de l'océan, plus on va produire des hivers. C'est assez logique. Ces icebergs, ensuite, ils cheminent, ils dérivent ces gros glaçons, et puis forcément, c'est de l'eau douce, froide. Donc, quand ça va fondre, ça va augmenter le niveau marin, ça va changer la salinité des océans, ça va perturber les circulations océaniques, et donc tout ça, ça va affecter le système global, aussi bien climatique, ça va générer des problèmes au niveau de l'érosion littorale, puisque vous avez un niveau marin qui augmente à l'échelle globale. Donc finalement, ça c'est un petit peu le contexte très, très simplifié, mais qui vous permet de comprendre pourquoi c'est important de comprendre ce qui se passe sous les glaciers, et notamment les passages d'eau de fonte sous la glace. Donc nous, en fait, l'idée, c'est de mieux caractériser un petit peu le système hydrologique sous-glaciaire pour voir, en fonction de la quantité d'eau qui est transférée sur la glace, comment ça va venir agir sur la vitesse d'écoulement de cette glace. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Et nous, ce qu'on essaye de simuler, c'est en fait des périodes, si vous voulez, où il y a une intense production d'eau de fonte et donc une intense circulation à la base du glacier. Comment ça va venir affecter tout ça? Donc ça, c'est un projet ANR qui est en action ici depuis 2019, jusqu'en 2024, qui nous permet de financer ces recherches, de financer la modélisation et d'embaucher des doctorants. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu des méthodes qu'on utilise, et notamment de la modélisation expérimentale. Donc là, vous avez une image du labo de modélisation expérimentale qu'on a en géosciences. Donc vraiment, le but de ce labo, c'est de modéliser physiquement des processus géologiques naturels. Donc, il y a plein de types de processus qui sont modélisés. Ça peut être aussi bien des fracturations dans les systèmes géologiques, ça peut être la formation de chaînes de montagnes, ça peut être qu'est-ce qui va déclencher des glissements de terrain. Et puis, on a commencé aussi à réfléchir à modéliser d'autres choses, notamment les systèmes glaciaires. Donc là, c'est plein de petits exemples de mini-films. Bon, alors je disais, une fois de plus, ça lag un peu, mais qui montrent un petit peu qu'on a plein de dispositifs pour reproduire plein de phénomènes naturels qu'on ensuite compare au système naturel. Et donc en 2015, on a construit, à partir de 2015, on a commencé à modéliser des systèmes glaciaires. Et maintenant, je vais vous présenter en fait en quoi ça consiste. Donc ça, c'est un exemple du modèle de système glaciaire. Donc notre système glaciaire, qu'on modélise, vous allez voir, ça paraît assez simple, mais finalement, ça met un peu de temps avant de mettre en place. Ça a mis quand même quelques années de développement. Donc la calotte de glace, ici, vous avez une photo vue du dessus du modèle expérimental. La calotte de glace, en fait, on va la modéliser par de la silicone. Donc la silicone, elle est nettement moins visqueuse, vous l'aurez bien compris, que la glace. Il y a plusieurs ordres de grandeur de différence. Mais bon, elle s'écoule, elle flue sous son propre poids comme un glacier peut le faire, sauf qu'elle va fluer beaucoup plus vite. Nous, c'est ce qu'on veut parce qu'on ne va pas attendre une année dans le labo pour que la glace écoule. On aimerait bien quand même accélérer les processus de modélisation. Donc, grâce à ce type de matériaux, on va pouvoir modéliser plusieurs dizaines d'années en seulement quelques heures. C'est un petit peu le but. Donc, et au-delà de ça, pourquoi on a choisi la silicone? Parce qu'elle est complètement transparente. Donc, ça nous permet de voir tout ce qu'il y a dessous. C'est ce qui est quand même important, parce que bien évidemment, la glace, elle n'est pas transparente. Dans le système naturel, on peut voir ce qu'il y a dessous. Donc là, le but, c'est de faire un modèle réduit où on peut voir ce qui se passe dessous. Donc la glace est donc simulée par une galette de silicone. Là, par exemple, vous voyez, ça fait à peu près 1 mètre. Oula, à chaque fois, je repasse au début, désolé.
Donc, revenons à notre modèle. Donc, la galette de silicone, elle modélise notre glacier. Puis, nous, on a envie quand même de comprendre ce qui se passe quand il y a de l'eau qui est injectée sous la glace. Donc, vous allez voir qu'ici, il y a une petite auréole. Là, c'est l'endroit où on injecte. On a placé dans le sable un injecteur dont on contrôle le débit par une pompe numérique qui nous permet de simuler des injections plus ou moins importantes d'eau de fond dans notre système. Et puis, bien évidemment, la glace dans le système naturel, elle repose sur quelque chose, soit sur des sédiments, soit sur de la roche. Nous, on l'a posée sur du sable. Ça paraît assez simpliste comme ça. Mais vous allez voir qu'en fait, ça donne plutôt des résultats intéressants. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment on fait une manip. Donc là, c'est Jean qui est actuellement en thèse. On prend 20 kg de silicone, enfin un bon bloc de silicone, on la met à décanter pour éviter qu'il y ait des bulles d'air, on veut qu'elle soit complètement transparente. Ensuite, on va faire une boule d'environ qui fait 20 kg, on va poser en un point pour éviter que ça fasse un énorme cratère quand on va la poser dans la manip. Donc là, on la pose au milieu de notre système expérimental. Et puis ensuite, on va attendre un petit moment, le temps qu'elle flue, pour qu'elle ait une forme de galette. Donc là, elle flue sous son propre poids, sous la gravité. Et puis ensuite, parce qu'on va quand même essayer d'obtenir plein d'informations lors des manips, là, vous voyez, Jean, il place des petits marqueurs UV à la peinture. Ces marqueurs vont nous servir à monitorer le déplacement de la silicone, à calculer les taux de déformation de la silicone et ce genre de choses. Et puis ensuite, juste avant, on calibre la pompe, on calibre les systèmes de capteurs de pression, etc. Alors, là, maintenant, je vais vous montrer juste très rapidement, avant de rentrer plus dans le détail, deux manips en très accéléré. Donc, à chaque fois qu'on fait tourner une manip, on a la manip en lumière normale et la manip en lumière UV. Donc, on a un système de switch qui permet d'alterner lumière UV et lumière normale. Pourquoi on fait ça? En fait, la lumière normale permet de voir sous la silicone ce qui se passe. Donc, on va créer des reliefs, on va créer des vallées, on va voir tout un système morphologique qui va se développer. Et puis, à droite, ça permet de voir un petit peu la nature de l'écoulement d'eau. Donc, comment on fait? L'eau qu'on injecte, on l'a colorée avec un peu de peinture UV, ce qui fait que quand on est en UV, on va pouvoir parfaitement suivre le trajet. Et puis, tous les petits points que vous voyez, ça, c'est les petits marqueurs UV que Jean a placés là, dans la vidéo précédente. Et en suivant, en faisant du PIV, on va pouvoir suivre le déplacement de ces différents marqueurs et puis calculer des vitesses, calculer des déformations, calculer la localisation des vortex, etc. Donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir des informations sur la vitesse de la cyclone. Donc, vous voyez, on a commencé d'injecter. Donc, on crée une petite poche ici. Cette poche, elle va grossir jusqu'au moment où en fait, elle va devenir trop grosse. Elle va se vidanger très rapidement en direction de la marge de la silicone. Et vous allez voir que ça va faire une accélération très importante de l'écoulement de silicone dans un axe préférentiel. Ensuite, on fait des scénarios. Là, on vient d'arrêter d'injecter, puis on va réinjecter au même endroit. Vous allez voir que ça va venir ramifier complètement notre écoulement. Parce qu'en fait, en parallèle, on est en train de former des vallées, on est en train de former des reliefs sous la côte. Donc, avec tout le système d'appareils photo, de modèles, on arrive à avoir pas mal d'informations sur la manip. On a l'épaisseur du film d'eau qui circule sous la silicone, on a les vitesses d'écoulement, on a des taux de déformation cisaillantes. Enfin, voilà, on arrive à monitorer, si vous voulez, pas mal de données en live dans nos manips qu'on va utiliser pour comprendre le système glaciaire, par analogie, une fois de plus. Et puis aussi, parce qu'on est une approche naturaliste, au fur et à mesure, vu que la silicone est transparente, on voit dessous ce qui se passe et on voit qu'il y a plein de choses qui se forment. Donc ça, c'est des choses qui ont été dessinées directement à partir des photos. On voit des vallées qui se forment, on voit des reliefs qui se forment. Et tout ça, en fait, on retrouve la même chose dans le système naturel, sauf que là, on voit le processus de formation en live, ce qu'on n'a pas dans le système naturel. On voit que l'état final, une fois que la calotte glaciaire a disparu. Et puis, finalement, aussi, vu qu'on a plein d'appareils photo au-dessus, on a une dizaine d'appareils photo qui prennent des photos simultanément, on arrive à faire des modèles 3D de la surface du sable, donc ce qui est la silicone. Donc, et ces modèles 3D, ce qu'on fait, c'est qu'on les compare à des modèles 3D qu'on reproduit également dans le système naturel. Ici, c'est au Mans, dans une cave, et ici, c'est en Alberta, au Canada, dans un endroit où la glace est passée, où la glace maintenant a reculé. Donc, on compare. Là, on a l'état final uniquement. Là, on a l'état final, mais on a également le processus de formation au cours du temps. Et donc, par analogie, on peut dire si les formes sont similaires, eh bien, on peut essayer d'interpréter le système naturel et de reconstituer
la dynamique d'écoulement, la circulation d'eau de fonte à l'époque. C'est un petit peu le principe. Et donc, en parallèle, bien évidemment, on continue d'aller sur le terrain, mais là, ce n'est pas ce sur quoi je vais appuyer aujourd'hui. On continue d'aller sur le terrain pour récupérer des données, collecter des échantillons. Hein, tout ça, c'est vraiment complémentaire. Donc là, nous, on travaille effectivement sur l'Alberta au Canada, où il y a des glaciers, il y a 20 000 ans, qui recouvraient toutes les grandes plaines d'Alberta et qui ont laissé justement plein d'empreintes morphologiques et sédimentaires qui nous permettent de reconstituer comment était l'écoulement d'eau sous la glace à l'époque où la glace était présente dans cette région. Alors, donc là, j'ai présenté un petit peu rapidement pour que vous ayez un aperçu général. Et maintenant, je vais vous présenter un peu étape par étape. Je vais découper une manip pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe d'un point de vue physique dans la manip. Donc, pour commencer, je vais prendre un cas très simple. Donc, il faut imaginer qu'on a vraiment, c'est un bac à sable, fondamentalement, hein, qui est percé en dessous à plein d'endroits. On peut mettre des injecteurs, des capteurs de pression pour mesurer la pression dans le substrat. On a les appareils photo au-dessus. On a notre système qui vient changer de lumière normale à lumière UV. Donc, tout ça nous permet d'avoir un monitoring complet comme vous avez montré. Et là, on va prendre un cas simple, c'est-à-dire qu'on injecte dans le sable, sous la silicone, pendant 30 minutes, à débit constant. On ne va pas commencer par faire des scénarios très, très compliqués. On va commencer par un cas très simple, c'est ce qu'on fait souvent en modélisation expérimentale. Et on injecte à des débits très faibles, hein, c'est tout petit, hein, 1,5 décimètre cube par heure. Donc l'injection, elle est au centre, sous la galette de silicone, hein, dans un point central. On pose la galette de silicone sur quelque chose de complètement plat. Hein, on essaie vraiment d'avoir une configuration la plus simple possible pour pouvoir ensuite interpréter physiquement ce qui se passe. Si on commence à faire des choses très compliquées, on ne saura plus vraiment quels paramètres influent sur la dynamique d'écoulement de la galette de silicone. On a du sable. Alors, le sable, c'est un sable très bien trié. Hein. Chaque grain fait environ 100 microns. On a une médiane qui est bien connue. On a un écart type qui est très faible, hein, pour avoir vraiment quelque chose de bien trié, une fois de plus, pour faciliter l'interprétation. Et puis, on pose la galette de silicone. La galette de silicone, elle fait 3 cm au point central au niveau de l'injection. Alors là, regardez, je vais passer étape par étape. Là, c'est des espèces de petits gifs là, qui montrent un petit peu ce qui se passe. Là, je n'ai pas injecté. Il n'y a pas d'eau. Quand on pose la galette, en fait, sous son propre poids, elle va fluer. Elle va avoir un écoulement radial. Et vu qu'il n'y a pas d'eau, elle est collée au sable, donc elle flue très rapidement. Donc elle va vraiment s'étaler sous son propre poids, puis elle est vraiment collée. Elle ne bouge pas sur le sable. Et à chaque fois, vous verrez, au fur et à mesure qu'on va regarder des étapes qui présentent la manip, à chaque fois, vous aurez à gauche la vitesse à la marge. Donc, on a calculé la vitesse au cours du temps. Et puis ici, vous voyez Discharge Capacity of Valley System. C'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure du temps, on va créer des vallées sous le système glaciaire, sous notre silicone. C'est la même chose dans les systèmes glaciaires. Hein. Dès qu'on a de l'eau qui passe sous les glaciers, ça érode le substrat, ça crée des vallées. C'est pour ça que quand vous avez la glace qui ensuite se retire, vous voyez des vallées glaciaires partout. C'est le cas quand vous allez en Scandinavie, vous avez les fjords, c'est le cas quand vous allez dans les vallées alpines. Hein, tout ça, c'est des vallées qui sont en partie creusées par l'eau de fond sous les glaciers. Et donc, ce qu'on a mesuré, c'est qu'au cours de la formation de ces vallées, on observe des vallées, et vu qu'on a des MNT, c'est-à-dire des modèles 3D du relief, on est capable de calculer le volume de ces vallées. Et on va voir en fait qu'au fur et à mesure que ces vallées augmentent en volume, elles vont avoir de plus en plus de place pour drainer toute l'eau de fond qu'on injecte, toute l'eau. Donc ça va avoir un rôle sur la dynamique de la silicone. Et c'est ce qu'on essaie de suivre en parallèle. Alors là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'injecter. Vous voyez, on injecte. Alors ce qui se crée très simplement, c'est que vous avez la galette de silicone, l'injecteur il est placé quelques centimètres en dessous de la surface du sable. Donc vous injectez. On calcule avant le débit qui est suffisamment important pour soulever la galette de silicone, parce qu'on veut créer un écoulement à l'interface. Parce que si on met des débits trop faibles, tout ça, ça va partir en écoulement poral dans le sable. Et donc là, on ne va jamais rien créer à l'interface entre le sable et la silicone. Donc il faut créer des pressions suffisamment importantes pour que ça décolle la silicone. Donc ce que vous voyez ici, c'est que vu qu'il y a un petit peu de sable au-dessus de l'injecteur, ça fait la fluidisation. Il y a un petit pipe de fluidisation qui se crée. Et puis ensuite, ça crée une poche d'eau, parce que la pression est suffisamment importante pour soulever la galette de silicone. Donc ça, on le voit très bien. Si on regarde ici la surface de la silicone, on voit qu'il y a un petit bombement ici. Ça montre le déplacement vertical de la surface de la silicone. Dès qu'on injecte, on crée une poche d'eau. Là, la surface de la silicone
se soulève. Et puis, on voit déjà que ça a un impact un petit peu localement sur les vitesses. Alors, cette poche, elle grossit, jusqu'à temps qu'il y ait une instabilité qui fait qu'elle va se drainer dans un endroit plutôt inconnu de la calotte. Ça va dépendre vraiment de comment on aura mis en place la manip. Parfois, il y a toujours des petites imperfections. On n'a pas parfaitement placé la galette de silicone pile poil au centre, donc il y a toujours une petite déviation. Donc, hop, le flux d'eau, au bout d'un moment, il va se vidanger, la poche va être trop grande, elle va se vidanger. C'est un petit peu comme si on soulevait un tapis. Il y a la poche qui va se déplacer et qui va se vidanger à l'extérieur de la silicone. Donc ça, vous allez voir. Donc là, la poche se crée, ça crée forcément quelque chose sur le relief grossit, et puis vous allez voir, hop, ensuite ça va se vidanger très rapidement. Vraiment, on soulève. L'écoulement est en train de se générer sous la silicone pour se vidanger jusqu'à la périphérie. Et on a vu ici que ça avait un impact sur le relief, sur l'élévation de la silicone. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où vous voyez, vous avez la poche qui se vidange, eh bien, on va créer un transport de grains. Vous voyez qu'il y a comme un petit delta qui se crée ici à la périphérie, parce qu'il y a les grains qui sont transportés et érodés par l'eau. Et puis surtout, vous voyez, ça allume, entre guillemets, l'écoulement. C'est-à-dire que là, je vous ai montré les fleuves de glace en Antarctique, qui sont ces couloirs où la glace s'écoule beaucoup plus rapidement. Ça, on peut imaginer que c'est l'équivalent physique expérimental de ce qui pourrait se passer en Antarctique. On voit qu'il y a un couloir avec des fortes vitesses d'écoulement. Et ça se manifeste très bien dans le graphe. On voit un pic au moment de la vidange, quand on a un écoulement en nappe qui circule sous la glace, eh bien, ça vient augmenter très très fortement l'écoulement de silicone. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler notre high stream expérimental. C'est là-dessus dont on se base. C'est notre analogie qu'on fait grâce à l'observation du système naturel. Et puis, rapidement, en fait, après ce drainage, eh bien, l'écoulement était en nappe, comme un film d'eau. Eh bien, ce film d'eau va s'effondrer et ensuite, vous allez avoir la formation de vallées, c'est-à-dire que l'écoulement va se focaliser sur des points bien précis. Et donc, vous allez avoir de l'érosion qui va se créer, donc des vallées qui vont grossir, en retournant, en se développant par érosion régressive, c'est-à-dire elle va retourner progressivement jusqu'à l'injecteur. Donc, on a ces vallées qui se créent. Et ces vallées, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont drainer toute l'eau qu'on injecte, parce qu'il faut bien penser que l'injection, elle est constante en permanence. Donc, une fois qu'on crée ces petits chemins de drainage, ces petites vallées, l'eau, en fait, elle ne va pas avoir besoin de circuler en film, elle va directement aller dans ces vallées qui sont en train de se former. Ce qui fait qu'on diminue la pression sous la silicone. Avant, c'était un film, donc c'est pour ça que ça allait très vite. Sur une très grande étendue, il n'y avait pas de friction basale, on était en découplage, la galette avançait très vite. Là, l'eau, elle circule dans les vallées, mais elle ne circule pas entre les vallées. Donc la silicone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recolle au sable. Donc du coup, forcément, on va de nouveau réaugmenter la friction basale. Ce qui fait qu'en association avec la formation de ces vallées, on a une chute drastique de l'écoulement silicone. Et puis ici, vu qu'on est en train de former des vallées, on voit progressivement que la capacité de drainage calculée en millimètres cubes du système de vallée est en train d'augmenter. Alors, je vais m'arrêter juste 2 secondes sur ces vallées. Parce que ces vallées qui se forment sous pression sous une silicone, elles sont très différentes d'un point de vue morphologique des vallées qu'on pourrait retrouver à l'air libre. C'est-à-dire que si vous allez sur la Sarthe, vous pouvez mesurer plein de paramètres morphologiques, vous pouvez mesurer la largeur, vous pouvez aller, imaginez si vous pouviez voir le fond, vous pouvez mesurer un petit peu quelle est l'évolution du relief sur le fond. Eh bien, vu que c'est à l'air libre, vu que ce système hydrologique évolue à l'air libre, il a une signature géomorphologique qui est extrêmement différente de ce qui peut se produire dans un système en surpression quand on a 1, 2, 3 km de glace au-dessus. Et donc, nos vallées expérimentales, elles ont les mêmes caractéristiques que les vallées qui se forment sous les glaciers. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un profil longitudinal ondulant. Vous voyez le profil longitudinal, ça c'est cette courbe ici, c'est-à-dire qu'on regarde l'évolution du relief le long de la vallée. Et on voit que ça fait des hauts et des bas. Ça, c'est impossible à pression atmosphérique. La pression atmosphérique, grosso modo, le profil longitudinal, il va d'un point A vers un point B sans avoir de pente inversée comme ça. Ça, c'est impossible. Pour avoir des choses qui montent et qui descendent, on est obligé d'être dans un système sous pression. Et aussi, si on fait un profil transverse, on voit que ça a une forme en U.
les vallées actuelles qui se forment à pression atmosphérique, elles ont toujours une forme en V. Donc ça, c'est des caractéristiques qui sont bien identiques à celles qu'on retrouve dans les systèmes glaciaires. Donc ça, c'est quelques caractéristiques. Elles ont une largeur constante, elles ont en forme de U, elles ont un profil ondulant, elles sont relativement peu sinueuses, elles ont un rapport entre la profondeur entre la largeur et la profondeur de 1 sur 10, elles ont une distribution radiale. Qu'est-ce que j'entends par distribution radiale? Si vous regardez ici une galette de silicone, vous voyez, il y a des vallées qui se forment, et bien, elles vont avoir une distribution radiale par rapport à la circonférence de la galette de silicone. Si on compare juste ça avec des exemples naturels, ça, c'est des exemples de vallées bien connues qui ont été formées sous les calottes glaciaires, en périphérie des calottes glaciaires, notamment ici en Amérique du Nord, quand il y avait une énorme calotte de glace qui descendait bien au sud de New York. Il faut imaginer qu'il y a 22 000 ans, on avait une calotte gigantesque qui recouvrait l'entièreté du Canada, qui était connectée au Groenland, à l'Islande, tout ça ne faisait qu'un, et puis les glaciers descendaient jusque dans les Midwest, vraiment, ils englobaient toute la partie nord des États-Unis. Vraiment des énormes glaciers. Et donc, forcément, quand ils sont retirés, ils ont permis de mettre à jour tout un tas de vallées qui se sont formées sur les glaciers. Ça, c'est un bel exemple de vallée. Ici, c'est le lac Ontario. Et vous avez ici ce qu'on appelle les Finger Lakes, des lacs en forme de doigt. Donc, c'est des lacs qui sont vraiment avec des caractéristiques qui sont très semblables à ce que je viens de vous montrer. Ils ont une distribution radiale parce qu'on a pu reconstituer la forme de la limite du glacier grâce à ces vallées. Notamment aussi parce qu'il y a plein de moraines. Vous savez, les moraines, c'est tous ces gros tas de sédiments qui sont largués par les glaciers qui font des espèces de cordons qui montrent l'avancée maximale des glaciers. Et puis ensuite, on a fait plein de mesures à différents endroits. Alors ça, c'est des exemples en mer du Nord. Il faut savoir qu'en mer du Nord, ces vallées sous-glaciaires, elles sont remplies par des sédiments. Et dans ces sédiments, il y a du gaz, du pétrole. En fait, ça intéresse beaucoup les industries pétrolières, ces vallées tunnels. Et donc, voilà, on a plein de belles images. Ici, c'est des images radar. On a des images sismiques également qui permettent d'imager sous la mer du Nord ces magnifiques vallées. On voit qu'elles ont vous voyez, un profil qui monte et qui descend, un profil en long, comme ce qu'on a pu voir dans les vallées expérimentales. Elles ont une forme en U. Et puis voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire que ce qu'on a reproduit expérimentalement, les caractéristiques, elles sont finalement assez semblables aux caractéristiques des systèmes naturels. Donc, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas trop planté quand on a construit notre modèle expérimental. On peut être très critique sur le modèle expérimental. Au lieu d'utiliser de la glace, on utilise de la silicone, qui a un comportement rhéologique assez différent. Pour autant, en fait, on arrive à reproduire assez fidèlement en petit ce qu'on observe dans la nature. Alors, juste continuons la manip jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On continue d'injecter de manière constante. Ça, il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucun moment où on stoppe l'injection. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une deuxième petite poche qui va se créer. Vous voyez, le flux de silicone, il était dans l'axe des vallées, et là, il est un petit peu dévié. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on recrée une poche d'eau, parce que finalement, on crée plus d'eau que ce que le système de vallée peut drainer. Donc, à un moment, les vallées, elles sont trop pleines. Donc, on va essayer d'en créer une autre latéralement. Donc, on va avoir un drainage qui va arriver juste un petit peu à côté du précédent. Et là, on va recréer une vallée qui est en train de grossir ici. Ça, c'est un temps 1, ça, c'est un temps 2. Ça vient après. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au bout d'un moment, vous voyez, ça, c'est l'évolution de la capacité de drainage des vallées au cours du temps. On voit que ça augmente progressivement. Forcément, les vallées grossissent, il y en a des nouvelles qui se créent, elles augmentent en profondeur, largeur. Donc, tout ça, ça permet de gagner au système de drainage de la capacité. Et donc, au bout d'un moment, toute l'eau qu'on injecte, elle peut tranquillement s'écouler dans les vallées qui sont déjà en action. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de surpression qui sont en jeu sous la silicone. Tout est drainé dans les petites vallées. Et entre les vallées, la silicone, elle recolle complètement au substrat. Donc, forcément, il y a une forte friction, ça freine. Et c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, toute la surface de la silicone est bleue parce que la silicone n'avance plus, en fait. Elle n'avance plus du tout. Et on a récupéré un écoulement radial tel qu'il l'était avant qu'on injecte. Donc, c'est-à-dire que là, on continue d'injecter de l'eau à fond. Pour autant, la silicone, elle se comporte comme s'il n'y avait pas d'injection. Vous voyez, là, ça montre bien avec différentes étapes qu'en fonction
du système hydrologique qui se développe sous la silicone ou a posteriori sous la glace, eh bien, ça va avoir un impact majeur sur la vitesse d'écoulement des glaciers. Donc, c'est hyper important de comprendre qu'est-ce qui va caractériser l'hydrologie sous les glaciers pour comprendre finalement quel va être le devenir de l'écoulement des glaciers. Alors ça, je vais passer. Juste pour vous dire aussi que toutes les étapes qu'on a observées, c'est-à-dire la poche d'eau qui se forme, la poche d'eau qui se draine, l'écoulement de glace qui change, tout ça, c'est des observations qu'on fait sur les glaciers actuels. C'est-à-dire qu'on fait juste on observe ça de manière ponctuelle, par des images satellites, des images radar, et on n'arrive pas toujours à mettre tout ça dans la même histoire. La modélisation expérimentale, vu qu'elle accélère les processus, elle permet de modéliser plusieurs dizaines, centaines d'années en un temps réduit, et bien ça permet de réconcilier un petit peu plein d'observations qui ont été faites sporadiquement en une seule et même histoire. Là, je vous mets juste 2 exemples. Ça, c'est l'Antarctique. Ce qu'on voit ici, là, c'est des images des changements d'altitude en Antarctique. On voit ici qu'il y a une zone en dépression qui est suivie par une zone ici en surélévation, le point orange. En bleu, c'est la surface de la glace est en train de chuter, et en orange, on voit que la surface de la glace est en train d'augmenter. Tout ça, c'est par exemple la visualisation d'une poche d'eau qui est en train de migrer sous la calotte de glace. Donc, c'est comme ça qu'on peut les observer. Forcément, on ne les voit pas en vrai, on ne les voit pas directement. Par contre, on peut voir leur impact qu'elles ont sur l'altitude de la glace. Et puis ici, c'est en Islande. En Islande, la plupart des glaciers, ils sont sur des volcans, ils sont même tous sur des volcans. Donc forcément, dès qu'il y a un petit peu de volcanisme qui est généré sous les calottes glaciaires, quand vous faites une rencontre entre du magma à 1000 degrés et de l'eau, de la glace, ça fait de l'eau de fond. Donc il y a des grosses poches d'eau, des énormes lacs sous les glaciers qui, au bout d'un moment, entre guillemets, dégueulent et vont libérer très, très, très dramatiquement tout le long en direction de la périphérie du glacier. Là, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est la vitesse d'écoulement de la glace. En fait, normalement, elle est violette, ça, elle ne s'écoule pas très vite. Et puis là, on voit un espèce de couloir où la glace va très, très vite. C'est juste parce qu'en fait, on a un drainage d'une poche lié à du volcanisme qui s'est produit en amont. Donc ça vient vraiment modifier la vitesse d'écoulement de la glace. Et pour terminer, je vais juste vous montrer un peu la deuxième partie de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on modélise ce qu'on appelle des beds formes expérimentaux. C'est quoi un bed form? En français, on pourrait traduire par forme de lit, mais ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est vraiment un motif répétitif de la surface de la Terre, c'est souvent des terrains sédimentaires, donc c'est des sédiments meubles qui peuvent être transportés par un fluide. Donc c'est des surfaces répétitives avec des longueurs d'onde bien calibrées. Les belles formes que vous connaissez tous, c'est par exemple les dunes de sable, ou alors quand vous allez à marée basse, vous voyez qu'il y a souvent des terrains un petit peu ondulés, c'est parce que quand la marée était haute, il y avait un courant, c'est venu transporter des grains et ça fait des motifs répétitifs, notamment liés à des instabilités. Et donc ça, c'est vraiment du transport de grains de sable par de l'eau ou par de l'air, donc par un fluide. Et il faut savoir que la glace, c'est un fluide également, très visqueux. Et donc, quand le glacier s'écoule sur des terrains sédimentaires, il va également faire tout un tas de reliefs répétitifs qui peuvent être un petit peu apparentés à ce qu'on observe des dunes, ce genre de choses, mais sous la glace. Sauf que là, on ne transporte pas des grains de sable. C'est facile de transporter des grains de sable. Là, on va transporter une espèce de bouillasse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sédiments libérés par les glaciers, c'est vraiment quelque chose de... C'est une déchetterie, Le glacier, il impacte plein de choses. Il impacte des argiles, des très fins, du sable, des graviers, des blocs qui font 2 mètres. Donc tout ça, finalement, les sédiments glaciaires, c'est un mélange de tout ça. Le glacier, il relâche tout ce qu'il a emmagasiné dans sa glace lors de sa vie. Et donc, sous les glaciers, c'est vraiment une mixture d'un peu tout ça. Et la glace, en fait, elle va façonner cette mixture. Et elle va donner tout un tas de reliefs qu'on appelle des bed forms. Donc, on va avoir des reliefs très allongés qui vont être parallèles à l'écoulement de la glace. Donc là, c'est comme si on avait levé la glace et on regardait ce qu'il y avait dessous. C'est un petit dessin. Et puis, on a également des structures transverses. Alors, les structures allongées, on en voit partout. C'est-à-dire que si vous vous amusez à aller sur Google Earth, vous allez en Scandinavie, vous allez en Amérique du Nord, vous allez en Islande, vous allez en Sibérie, et bien vous regardez un petit peu la surface, le relief de surface, vous verrez qu'en fait, vu qu'il y avait des glaciers partout, il y a encore 20 000 ans de dernier maximum glaciaire, il y a des structures partout. Il y a notamment des structures très très allongées, comme vous voyez ici. Donc là, c'est une photo satellite.
Donc, on voit des énormes structures allongées qui sont en fait des sédiments étirés par l'écoulement de glace. Et ils vont être d'autant plus étirés que la glace va vite. Là, c'est une photo aérienne. Vous voyez ces grandes linéations, ces grands alignements. Ça, c'est vraiment le passage du glacier qui vient façonner complètement la surface des sédiments. Il faut imaginer que le glacier, en plus, c'est un petit peu comme du papier de verre. À la base, il a plein de graviers, de galettes, de blocs. Donc, quand il vient frotter, il vient vraiment strier, il vient déformer, il vient allonger les sédiments qui sont dessus. Donc, nous, quand on observe ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet de dire, OK, à ce moment-là, il y avait un glacier, il allait vite. Ou alors, quand on voit d'autres structures, on va s'allonger, il y a un glacier, mais il s'écoulait moins vite. Ça nous permet vraiment de reconstituer comment était la dynamique d'écoulement du glacier à l'époque où le glacier était présent. Donc, une fois de plus, c'est une lucarne vers l'environnement sous-glaciaire qui est actuellement inaccessible puisqu'on a 3-4 km de glace au-dessus. Et puis, on a d'autres structures qu'on appelle les rip bed forms. Alors, ça traduit des vitesses d'écoulement beaucoup plus faibles. Là, c'est des structures qui sont transverses. Tout à l'heure, je vous ai montré des structures qui sont parallèles à l'écoulement, qui sont d'autant plus allongées que la glace va vite. Là, c'est des structures qui sont vraiment perpendiculaires. Ça peut vraiment ressembler à des grandes dunes de sable, sauf que là, effectivement, ce n'est pas du sable, c'est du matériel glaciaire très, très mal trié, un peu la déchetterie du glacier. Donc, ça mesure, une fois de plus, plusieurs centaines de mètres de large. Et ça, on peut en trouver sur des champs. Alors ça, vous voyez, c'est un peu petit, je suis désolé. Mais ça, c'est un champ de rip bed form. Vous voyez, ça fait 50 km. Là, c'est juste une petite lucarne. Si vous regardez, vous dézoomez, parfois, ça couvre des dizaines de milliers de kilomètres carrés. C'est génial. Et donc, nous, on a essayé de modéliser tout ça. Alors, ça, c'est un snapshot, c'est à un temps bien précis à quoi ressemble notre système glaciaire. Donc, si on regarde ce qu'on observe ici, donc on a la vision du modèle vu du dessus en lumière normale. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un grand lobe. Pourquoi? Parce que c'est là que le coulement de silicone est majoritaire. C'est là où se fait le drainage d'eau, donc c'est là où ça va plus vite parce que c'est découplé, il y a moins de friction, donc ça avance vite. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est l'interprétation à partir des photos de ce qu'on observe. On observe des petites vallées, on observe des choses très allongées qui sont les linéations, là, comme ce que je vous ai montré dans le système naturel, dans l'axe de l'écoulement préférentiel. Et puis de chaque côté, vous voyez des structures transverses qu'on appelle les rip bed forms, qui sont l'équivalent de ce que je viens de vous montrer avant. Là, ça, c'est la carte d'eau. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que de chaque côté, donc, on a des bandes de bed forms. Ici, de chaque côté de l'écoulement de silicone qui va très vite, sur les bordures de ce grand lobe qui se forme par l'écoulement préférentiel de la silicone. Et si on regarde, c'est pas mis. Alors, ça, c'est juste une petite reconstruction 3D avec de la photogrammétrie, montrer qu'on a bien des structures qui sont transverses et qui présentent des longueurs d'onde bien particulières. Et elles ne se mettent pas n'importe où, ces structures transverses, ces bed forms, elles se mettent à la transition entre la zone qui est découplée et la zone qui est couplée. C'est-à-dire que tout ce qui est en gris ici, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est vraiment collé, la silicone est collée au sable. Quand vous avez ici de la couleur, c'est qu'il y a un film d'eau plus ou moins épais. Et donc, nous, nos structures, elles se mettent pile poil à la transition entre l'endroit où c'est décollé, c'est découplé, et l'endroit où c'est collé. Et alors, pourquoi elles se mettent là? Vous allez voir ensuite, quand on regarde la vitesse de silicone en surface et également la mesure du taux de déformation cisaillante, eh bien, on voit que ces grandes structures transverses, là, elles se mettent pile poil, d'une part, à l'endroit où on a un très fort gradient de vitesse, et donc un maximum de déformation cisaillante. Vous avez ici quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui avance très vite, donc vous créez des cisaillements, vous créez une forte déformation dans la silicone, et vu qu'ici, vous êtes dans la zone où vous êtes collé, vous êtes pile poil à la frontière, mais vous êtes quand même collé, la déformation dans la silicone va se propager dans le sable, parce que c'est collé. Et donc, finalement, vous allez déformer le sable, vous allez commencer de le déformer et créer ces structures transverses. Pile poil à l'endroit où on a ce qu'on appelle ici les marges cisaillantes, c'est-à-dire les marges cisaillantes d'un ice stream, d'un fleuve de glace, d'un endroit où la glace s'écoule très vite. C'est à l'endroit où il y a un maximum de cisaillement quand on va avoir des forts gradients de vitesse. Et juste pour terminer, on va arrêter là. Pour terminer, par analogie, toujours notre but, c'est une fois qu'on modélise quelque chose expérimentalement, il faut voir si ça existe vraiment, si c'est complètement un artefact de la manip, ou alors si c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le système naturel.
Là, c'est le Rutherford Ice Stream, donc c'est un ice stream qui est situé en Antarctique. Là, vous voyez, c'est la vitesse d'écoulement, donc ça va très vite, hein, ça fait un couloir une fois de plus, hein, c'est ce qu'on voit en orange, où la glace s'écoule beaucoup plus rapidement que la glace environnante. C'est vraiment une autoroute, hein, pour le glacier. Et puis on voit, si on calcule les taux de déformation cisaillante, qu'effectivement, ici, on a bien une concentration des déformations cisaillantes, pile poil, là, on a le gradient de vitesse le plus fort dans la glace. Donc, ça, finalement, c'est caractéristique d'un ice stream. Et nous, ce qu'on a montré avant, c'est que normalement, ces ice streams, donc ces endroits où l'écoulement va très vite, ça devrait être marqué par deux bandes latérales où on a des baies de forme transverse qui montrent les endroits où on a le gradient de déformation, le gradient de vitesse. Et donc, ça pourrait nous servir à reconstituer la localisation des anciens ice streams sur les calottes glaciaires qui sont aujourd'hui disparus. Et c'est exactement ce qu'on voit. Alors ça, c'est une interprétation, hein, d'un relief sous-glaciaire. Là, on est ici au Canada, un petit peu dans la partie nord-ouest du Canada, hein, dans les latitudes très au nord. Vous voyez, on a 70 degrés nord. Et là, on voit quoi? On voit, vous voyez, il y a des structures ici, légèrement obliques, de chaque côté, qui semblent en fait un petit peu dessiner des bandes. Et en fait, ça correspond par exemple typiquement à des bandes de cisaillement d'un ancien ice stream. Donc il faut imaginer ici que, on avait un ice stream, c'est-à-dire il y a 20 000 ans, un écoulement très très important, et qu'on avait des marges en cisaillement, hein, puisqu'on avait un fort gradient de vitesse, et que ces marges de cisaillement, en fait, elles ont été enregistrées par l'intermédiaire de ces structures de chaque côté. Donc ça à terme, ça nous permet quoi? Si on prend des grandes cartes ici, ça c'est une grande carte qui présente la couverture surfacique de la calotte glaciaire ou du dernier maximum glaciaire. Vous voyez, vous avez la baie d'Hudson, là vous avez le Saint-Laurent, vous avez le Groenland, ici vous avez la cordillère, donc vous avez les Rocheuses, et puis là on est à peu près aux États-Unis, au nord des États-Unis. Et donc ça c'est la calotte. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des formes qu'on a retrouvées, et à partir des formes qui marquent notamment les zones en cisaillement, on a pu reconstituer où étaient les couloirs de fort écoulement de glace. Et comme ça, on peut comparer directement ce qui se passe aujourd'hui en Antarctique. Si vous vous rappelez la vidéo que je vous ai montrée, on a un espèce de schéma qui montre des fleuves de glace, donc des zones préférentielles où la glace allait beaucoup plus vite. Et bien, grâce à la modélisation expérimentale, qui nous permet de mettre en évidence comment on forme des structures sur des marges cisaillantes, et grâce à l'application de ce qu'on connaît grâce à la modélisation expérimentale sur les données naturelles, on est capable de reconstituer où se situaient les couloirs de forte vitesse d'écoulement de la glace et comparer finalement comment fonctionnait la calotte il y a 22 000 ans qui était positionnée sur l'Amérique du Nord par rapport à ce qu'on observe en Antarctique aujourd'hui. Et vous regardez si c'est similaire, les différences, etc. Donc voilà, bon, il y avait d'autres slides, mais je pense que c'est déjà pas mal avant de manger. Voilà, c'est ça. Donc, merci en tout cas pour l'invitation.